où on a l'ambition d'aider des jeunes pousses à se développer. La communication tourne autour des communautés numériques locales et je parlerai des communautés de technologie plus les lieux d'innovation qui commencent par se développer au Bénin. On peut penser que le Bénin a pris du retard sur la question, mais je pense que quand je regarde une initiative comme Etri Labs qui a commencé en 2010, c'est pas très loin des débuts de Joko Labs au Sénégal. Malheureusement, on a un environnement apparemment un peu plus difficile, avec moins de gens qui croient peut-être à la question du numérique comme une question qui peut être portée par les jeunes. Et donc, ça explique en majeure partie, je pense aussi, pourquoi ces espaces ne se sont pas développés de manière très répandue au Bénin. Qu'est-ce qui se fait sur la place aujourd'hui? Parce qu'à côté de ce que l'État fait, à côté de ce que les sociétés font, et à côté de ce que font les opérateurs, il y a toute une communauté de jeunes qui essaient de mener par elles-mêmes et avec d'autres jeunes quelques initiatives pour essayer de pousser le numérique à la base. Et au nom de ces communautés-là, je parle d'abord des communautés de technologie. Il y a aujourd'hui, et depuis 2010-2011, tout ce qui est Google Developer Group. Les Google Developer Group, c'est des rassemblements de jeunes reconnus en tant que tels par Google qui pensent que les technologies open source que Google met à disposition peuvent contribuer énormément au développement d'un écosystème du numérique. Donc il y a notamment tout ce qui est API autour de Google Maps, Android, autour de AngularJS, Material Design, Polymer. Et ce que font les Google Developer Groups, c'est surtout justement de faire de la formation. Beaucoup de formation, beaucoup de coding contest. Donc une fois encore, on reste centré sur la question de la technologie, pas du business. Et aujourd'hui, chaque année, on a un programme assez structuré au niveau des Google Developer Groups. Il y a des événements statutaires qui sont financés par Google et d'autres événements qui sont pris en charge par les GDG eux-mêmes. Il y a deux Google Developer Groups au Bénin aujourd'hui. Il y a celui de Cotonou qui est géré par Fabrice Toriono et toute l'équipe autour. Et il y a celui d'Abomey Calavi que j'ai mis en place avec Igor Koukoyi, Luc Alapini et d'autres jeunes qui sont quand même des pionniers dans l'utilisation de cette technologie-là. Et on fait essentiellement tout ce qui est Android Study Jams. Les Study Jams, c'est une session de 12 jours de formation où on forme intensivement à Android et avec Udacity et Google qui certifient les participants à la fin. Pour ceux qui ont atteint un certain score dans la participation au cours et dans la mise en place d'un projet à la fin du cours. Il y a aussi tout ce qui est Java Masterclass, justement pour pousser un peu la question de Java. On fait des debug sessions, nous on rassemble d'autres jeunes sur des projets divers pour les aider à corriger leurs bugs, et ainsi de suite. Il y a tout ce qui est Open Lab, donc sur des technologies diverses. Autant on fait du polymère, qu'on fait des trucs sur du material design, qu'on fait du AngularJS. Et chaque année, on fait ce qu'on appelle le Google I/O Extend. Le I/O, c'est un événement au cours duquel Google fait la release de tout ce qui est nouvelle technologie ou bien tout ce qui est nouvelle mise à jour sur leur technologie. Et donc, nous, on choisit un jour où, en fait, on représente tout ce qui s'est passé au I/O à la communauté des développeurs ici pour leur dire, sur les techniques que nous utilisons le plus, voilà le point d'avancement, voilà les nouvelles releases, voilà là où il faut aller si nous voulons être dans la modernité. À côté de tout ce qui est Google Developer Groups, il y a toute la communauté OpenStreetMap. La communauté OpenStreetMap peut être très intéressante quand on parle des problèmes de livraison qui sont aussi liés à des problèmes de cartographie. Que fait la communauté OpenStreetMap? C'est une communauté open source d'enthousiastes et de contributeurs du monde entier en général, mais il y a une communauté au Bénin et leur challenge, c'est de se rencontrer en ligne et dans la vie pour essentiellement cartographier des lieux. Donc, ils essaient de construire une cartographie collaborative, je ne vais pas dire à l'image ou contrairement, mais un peu comme ce que fait Google avec Google Maps. OpenStreetMap, lui, se base plutôt sur des contributeurs
pour cartographier des lieux et construire une cartographie collaborative. Quand on sait qu'on n'a pas d'une bonne cartographie de Cotonou déjà, il faut un travail assez intéressant. C'est une technologie open source avec deux challenges très clairs. C'est de construire une cartographie sur le numérique et ensuite d'utiliser cette cartographie-là pour construire des applications de cartographie. Il y a depuis un an déjà ce qu'on appelle le collectif des créatifs du Bénin, qui est une communauté qui se développe vraiment parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas développeurs mais qui sont dans une autre partie du numérique. C'est tout ce qui est graphiste, tout ce qui travaille sur l'ergonomie, l'expérience utilisateur et qui font des rencontres, je pense, trimestrielles avec des entreprises. Ils appellent ça les rencontres entreprises créatives. Et leur but, c'est de montrer aux entreprises qu'il y a une autre façon de faire les choses, qu'il y a une façon pas plus professionnelle, mais peut-être une façon plus nouvelle et qu'il y a aussi de nouvelles technologies pour faire plus de graphisme, pour améliorer l'expérience utilisateur sur les différentes applications ou sur les différentes publicités. En général, c'est d'approcher une nouvelle image de la création et de la vendre aux entreprises. Et il y a tout ce qui est Women Tech Makers. J'aime bien cette communauté parce que c'est une communauté de femmes. À la base, ils dépendaient beaucoup des Google Developer Groups, mais maintenant, ils sont vraiment autonomes. Et à côté, il y a une association qui s'appelle FemTech et Développement qui, avec les Women Tech Makers, ont créé une communauté pour s'entraider. Le challenge étant vraiment que il y a une évidence, c'est qu'il y a très peu de filles parmi les développeurs d'applications dans la communauté du numérique. Même dans la salle, on voit bien la représentativité quand on parle du numérique. Des femmes est assez faible. Et l'autre défi, c'est de montrer que ce ne sont pas les technologies qui ne sont pas accessibles aux femmes. Et donc, elles font des formations à Jocolabs, à divers endroits. Elles célèbrent chaque jour l'International Women's Day, qui est un peu, je vais dire, leur IO, où elles invitent d'autres filles qui ne sont pas dans la technologie à venir découvrir ce qu'elles font. Et elles font du coaching entre elles. À côté de ça, il y a ce qui marche très très bien pour le moment. À Cotonou, c'est l'association des blogueurs. Ils sont de plus en plus connus. Dirigé par Maurice Nantan, mais il y a des membres aussi influents que Mylène, Igor, Grégory, voilà, tout un ensemble de gens. Ils tiennent à la fin de chaque mois un tweet-up, un événement collaboratif où ils parlent d'un problème de la vie sociale ou du numérique au Bénin et ils essayent de l'animer. Ils conduisent aujourd'hui avec Oziwa une initiative qu'on appelle Vote 229 pour des élections apaisées au Bénin. Donc pour pouvoir couvrir en live, un peu comme le fait en Côte d'Ivoire ou comme le font au Sénégal, le ballet citoyen ou au Burkina Faso, des élections apaisées au Bénin. C'est aussi le numérique puisqu'on utilise des technologies numériques pour le faire. Et ils mènent depuis 2 semaines une campagne qui s'appelle Rendez-nous le point BJ avec Roland qui est dans la salle. Et c'est essentiellement ça. Donc, l'association des blogueurs aujourd'hui fait beaucoup d'advocacy sur différents sujets. Mais leur but, c'est vraiment de pouvoir remettre le blogging et le blogging au cœur de nos habitudes. À côté de ça, il y a l'Université du Libre avec Médard. Ils font beaucoup de choses, formation, technologie open source, tout ce qui tourne autour de Linux. Et ils tiennent les samedis du libre et leur initiative phare qu'on connaît assez bien maintenant, c'est les rencontres nationales du libre, où ils font un advocacy sur l'utilisation du libre dans les administrations publiques, sur l'initiation du libre, l'initiation des plus jeunes aux technologies libres, parce qu'on pense que l'avenir ne passe pas forcément par le propriétaire. Et voilà en substance, je vais dire les grandes communautés qui ont beaucoup d'écho aujourd'hui sur place à Cotonou et au sein desquelles se retrouvent énormément de développeurs, énormément de jeunes qui manipulent les technologies du numérique. Je disais tantôt au début que je vais parler aussi des lieux ou des espaces d'innovation parce que tout cet écosystème-là, justement, tourne beaucoup autour des lieux et des écosystèmes et des espaces d'innovation. Et que, bon, de toute façon, il faut bien un endroit pour se retrouver, un endroit pour travailler, un endroit pour collaborer. Et qu'il faut bien un endroit pour collaborer. Ok, ça semble revenir. Les lieux d'innovation, il y en a de tout type aujourd'hui à travers le monde. Il y a tout ce qui est Fab Lab,
où c'est plutôt de la fabrication manuelle. Il y a tout ce qui est Tech Hub, qui sont des espaces dédiés à de la prouesse technologique, mais aussi à aller un peu plus au-delà aujourd'hui parce que les Tech Hub se transforment de plus en plus en incubateurs de start-up. Il y a tout ce qui est coworking space, des espaces de travail collaboratif, parce qu'on s'est rendu compte que dans le numérique, il manque d'espace où les spécialistes des technologies numériques rencontrent des gens qui viennent d'autres métiers, alors que notre vocation, c'est d'abord de pouvoir transformer d'autres métiers aussi. Pour faire entrer le numérique dans la vie des gens, il faut transformer les habitudes, transformer les modes d'organisation, transformer les métiers. Et l'espace de coworking offre la possibilité de pouvoir se retrouver d'abord une fois qu'ils sont sortis, parce qu'ils ont passé tout leur temps de formation dans les communautés, au sein de ces espaces, et c'est le premier endroit où ils se retrouvent naturellement quand ils finissent. Je pense qu'il y avait une troisième question, rendez-nous le point BG, je vais laisser à Meda. Je ne vais pas monopoliser la parole pour expliquer pourquoi. Écoute, et je vais parler du point BJ. C'est vrai que c'est une initiative de la communauté tech du Bénin, une initiative à laquelle j'ai adhéré. Et je me rappelle quand j'ai vu cette initiative sur Facebook, j'ai eu à écrire un billet sur mon blog que j'ai appelé le patriotisme numérique, application directe au point BJ. J'avoue qu'en moins de 24 heures, j'ai fait le décompte hier, j'avais 54 mails où des gens, certains félicitaient, mais d'autres voulaient comprendre réellement comment avoir le point BJ. Et ça pose en fait le problème de communication autour du point BJ. Bon, c'est vrai qu'il y a une communication qui est passée tout à l'heure et c'est le moment en fait d'inciter ceux qu'il faut. Quelqu'un m'a dit tout à l'heure que ce n'est pas le rôle de Bénin Télécom, que c'est le rôle de l'autorité de régulation. Je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est qu'il faut qu'on fasse en fait la promotion du point BJ pour accélérer un peu la croissance. Alors, votre question en fait sur le soutien en fait des espaces de coworking, des communautés consorts, pour moi, ça pose le problème en fait du business model en fait autour de nos communautés, parce que nous, par exemple, au niveau du Blow Lab, on paye 100 000 francs chaque mois. C'est l'allocation en fait. Donc, il faut forcément trouver quelque part de l'argent pour financer tout ça. Et heureusement, malheureusement, nous, on a eu une idée plus ou moins géniale, en fait, d'ouvrir une petite start-up, ok, et puis, de puiser un peu dans les bénéfices que ça génère, en fait, pour pouvoir financer ces petites chailles-là. Et c'est pourquoi, en fait, on fait aussi quelques formations, en fait, payantes. On demande aux gens de payer un peu pour contribuer, en réalité, à la vie, à l'animation de la vie de la communauté. Mais surtout, vous savez, un Fab Lab, c'est d'abord le matériel. Un Fab Lab sans matériel n'est pas un laboratoire de fabrication numérique. Parce que, par excellence, c'est d'abord une imprimante 3D, c'est une fraiseuse numérique, c'est plein de choses. Et ça, on sait, une bonne imprimante 3D aujourd'hui, c'est pas à moins de 1 000 €. Une fraiseuse numérique, c'est pas à moins de 3 000, 4 000 €. Voilà. Donc c'est-à-dire on a un réel travail à faire au niveau de nos entreprises, au niveau de nos universités. Parce qu'ailleurs, moi, j'ai eu l'occasion de visiter un Fab Lab en France, l'Electro-Lab, et c'est d'abord les universités qui sont les principaux utilisateurs des Fab Labs. Parce qu'aujourd'hui, le Fab Lab dispose du matériel. On permet aux étudiants, les premières années, deuxième année consorts, de venir dans ces espaces pour tester les petits projets de prototypage et de fabrication numérique. Et voilà, c'est ça, quoi. Il faut qu'on se limite en fait à la formation théorique. Aujourd'hui, j'ai l'habitude de dire que la recherche, c'est le carburant, je dirais le moteur de l'innovation. Et le lieu d'excellence, pour moi, pour la recherche, ce n'est pas forcément l'université, mais c'est dans ces espaces-là où naissent des start-up, ces entreprises qui sont appelées en fait, à bouger en fait, l'économie numérique du pays. Je vous remercie. Une autre question? Oui, derrière. OK. Avec l'Internet, maintenant on a la 4G, donc c'est beaucoup mieux. Mais il y a encore de gros freins, de gros obstacles qui empêchent les entreprises dans le numérique de se développer. Donc comme le cadre légal que je citais tout à l'heure, comme par exemple par rapport au paiement mobile dont on a parlé dans la présentation avant celle-ci. Et le soutien aux espaces d'innovation. Voilà, le soutien aux espaces d'innovation. Donc, si je prends le cas de
Solidar IT de Gilles, c'est lui-même qui finance son espace d'innovation, c'est lui-même qui doit faire sortir l'argent de sa poche pour entretenir l'espace, pour donner l'information à plus de 500 personnes qui viennent chaque année se former là. Si je prends aussi le cas de E3 Labs, Tech Excel, c'est nous-mêmes qui finançons tout cela, qui finançons l'espace et tout. C'est moi et le cofondateur Senam qui investissons plus de 10 millions, entre 10 et 15 millions par start-up. Là, on a près de 6 start-up. Donc, vous voyez un peu le gros investissement personnel qu'on a fait et on n'a aucun accompagnement de l'administration. Donc, si je prends aussi le cas de Blow Lab, c'est la même chose. Il a dit qu'ils ont dû créer une start-up pour pouvoir financer l'espace. Donc, on a ce gros problème d'accompagnement-là sur le plan financier, sur le plan logistique aussi. Je vais compléter un peu par rapport à la question des chiffres. L'année passée, il doit y avoir eu au total à Cotonou environ 12 ou 11 gros événements qui se sont passés dans les lieux d'innovation. La fréquentation moyenne est de 80 personnes. Donc, vous pouvez compter. Le GDG que moi, celui d'Abomey Calavi que je lead avec mes collègues, c'est entre 300 et 500 personnes l'année de former sur différentes technologies. Ça, c'est des chiffres qui sont réels. Par contre, moi, pour compléter ce qu'a dit Ulrich sur la question des problèmes que nous rencontrons, il y a un vrai problème de collaboration avec les écoles. Les écoles pensent qu'on veut prendre leur place. Et par exemple, moi, dans aucun aucun des lieux d'innovation que je fréquente, j'ai vu très peu de profs, de mes amis profs, qui viennent fréquenter eux-mêmes. Ou quand tu leur dis, est-ce que vous voulez donner une formation aux jeunes chez nous, même 2 heures de temps, on n'a pas le temps. Ou bien quand tu demandes à un APE qui est un bon développeur et tu es resté sur les bancs avec lui, c'est un bon développeur, est-ce que tu veux donner 3-4 heures de ton temps pour former des plus jeunes? Non, j'ai pas le temps. Tu sais que c'est pas trop mon truc. Mais je sais très bien qu'il connaît très bien la technologie, sinon je ne serais pas allé le voir. Donc ça nous oblige même à importer des formateurs d'ailleurs, qui paradoxalement le font. Ils sont tellement contents de le faire, on ne leur donne rien. Moi je loge même des formateurs chez moi. Et ils sont pressés de venir pour aider. Par contre, quand tu te demandes ici, c'est peut-être une mentalité très personnelle. Mais ici, tu as l'impression que les écoles ne veulent pas que vous veniez dans leur école pour parler de vos espaces. Ils ne veulent pas que vous participiez à leurs événements en interne. Ils ne veulent pas que vous colliez vos affiches chez eux, c'est très compliqué. Il y a quelques écoles, Subtélécom, Cerco, qui sont plus ou moins collaboratrices et elles s'approchent de nous, on discute. Mais nous, on n'a pas l'impression qu'elles comprennent que nous faisons la passerelle entre le monde de l'école où tu vas avoir 40 cours de Java et moi qui peux faire par exemple 12 jours de formation gratuitement financés par Google. Elles ne comprennent pas que c'est 2 challenges différents. Et ils vont faire Parce que, à voir les visages, la journée paraît déjà trop longue. Alors, je m'appelle Eugène Ezi. Je suis en charge de l'Institut de la formation et de la recherche en informatique sur le campus d'Abomey Calavi. Alors, je suis ici pour vous présenter un peu le panorama de ce qui se passe en termes de formation liée aux TIC dans le secteur public. Vous savez tous que la carte universitaire a pris un coup il y a quelques mois, où désormais nous avons 7 universités. Et malheureusement, ce ne sont pas des universités qui favorisent vraiment le développement des choses. Parce que le nombre d'enseignants n'accompagne pas toujours. Or, les ambitions sont peut-être trop élevées par rapport à ce que nous voulons faire. Alors, lorsqu'on regarde un peu les formations du point de vue informatique, au départ, c'est l'université d'Abomey Calavi avec l'EPAC qui avait le socle. Et à l'EPAC, on a une filière qui s'appelle génie informatique et télécommunication, où c'est le cycle ingénieur qui est mis en œuvre. On a toujours à l'EPAC l'école SPI, Sciences pour l'ingénieur, essentiellement pour... c'est vraiment une école doctorale.
où ils prennent des ingénieurs, on leur donne des formations de DEA et ils poursuivent une thèse. Ça, c'est ce qu'il y a à l'EPAC. Toujours à l'Université d'Abomey-Calavi, nous avons l'ENEAM, École nationale d'économie appliquée de management, où il se fait l'informatique de gestion. Cela se fait au niveau de la licence et c'est remonté au niveau du master. Alors, toujours à l'ENEAM, on a réseau maintenance informatique, où à ce niveau-là, ça s'arrête au niveau de la licence. Et c'est des cours du soir dans certains cas. Alors, lorsque je regarde une autre université, telle que l'université de Porto Novo, nous avons l'Institut de mathématiques et de sciences physiques, institut dans lequel on a la formation génie informatique et sciences appliquées, où on a des ingénieurs qui sont formés en réseau et systèmes d'information. À ce niveau-là, le spectre s'élargit et on a une école doctorale aussi qui accompagne ces formations. Lorsque je vais à Lokossa, je découvre qu'il y a à l'IUT de Lokossa, devenue aujourd'hui Université de Lokossa. Ah, vous n'entendez rien? D'accord. À l'IUT de Lokossa, devenue Université de Lokossa, nous avons la formation génie informatique d'informaticien. Alors, par rapport aux étudiants, ils ont des enseignements liés à la création d'entreprises, de sorte que nous interdisons à leur niveau l'individualisme en termes de création d'entreprises. Il y a certains qui ont déjà même des statuts, mais nous exigeons qu'ils ne soient pas seuls à travailler dans ce secteur-là. De sorte qu'ils ont de petits projets qu'ils développent en parallèle par rapport aux projets d'école, juste pour une immersion dans le monde professionnel, pour voir comment ça se passe. Il y a des entreprises qui nous accompagnent, je peux citer par exemple Comtel, qui l'année dernière a offert des stages à certains de nos étudiants pour venir séjourner chez eux. Et ils ont déjà sur leur liste certains qui iront chez eux en juillet. Il y a Mapcom aussi qui nous accompagne. Bref, il y a beaucoup d'entreprises qui viennent en appoint pour nous accompagner dans cette initiative. Je vois des têtes qui étaient à nos formations en direction du monde professionnel. Je vois celui de la banque. Il était à nos formations. Et en fait, l'objectif, c'est que nos étudiants puissent déjà comprendre ce qui se passe dans les entreprises pour que l'immersion soit suffisamment facile. Voilà ce que nous faisons au niveau de la licence. Ces deux formations nouvelles en termes de génie logiciel et sécurité informatique. Un peu plus loin, avec les anciens, on a un cycle de master où en général, il y a des bourses qui accompagnent les meilleurs pour des études doctorales. Au jour d'aujourd'hui, nous avons 7 doctorants qui poursuivent en informatique, notamment en Belgique, parce qu'au départ, c'était un projet belge qui accompagnait. Mais tout récemment, j'ai ouvert le champ pour que d'autres universités accompagnent toujours ces doctorants-là. Parce que l'objectif, et ce qui est déplorable parfois, on veut accompagner d'autres, c'est-à-dire des jeunes qui vont faire des doctorats afin de revenir renforcer le système éducatif béninois. Malheureusement, ça ne suit pas au rythme souhaité. Alors, nous faisons venir aussi des missionnaires de la diaspora pour accompagner les enseignements. Alors, autre initiative, toujours à l'UIAC, nous avons les MOOC, Massive Open Online Courses, où, à cause du débit, nous avons préféré plutôt le offline au lieu de online. Donc, nous avons une plateforme à l'UIAC, on a des MOOC dessus. Nous donnons des formations aux enseignants de l'UIAC. Rapide, c'est tout ce que nous appelons aujourd'hui les métiers émergents. Il arrive que ces métiers ne suivent pas le canevas de l'enseignement universitaire public. Je donne un exemple sur la pression
des entreprises, les toutes petites entreprises qui font beaucoup de choses dans le numérique au Bénin, nous avons introduit une formation de techniciens des installations de réseau et informatique qui dure 1 an. Nous avons cru bien faire en informant le ministère de l'Enseignement supérieur. La première promotion a été la dernière. On a dit, vous êtes en train de dévier, ce n'est pas standard, nous ne reconnaissons pas ça. Il n'y a plus de bac plus 1. Or, c'est ce dont les entreprises ont besoin. Donc, il y a des difficultés qui sont liées à l'environnement. Les nouveaux métiers ne doivent pas donc être nécessairement des métiers standardisés. Aujourd'hui, un très bon webmaster n'a pas besoin d'avoir une licence ou de rentrer dans un cycle de formation qui l'amène à la licence. Il suffit qu'il soit un peu artiste, qu'il ait le flair, qu'il aime ce qu'il fait, etc., et qu'il reçoive une bonne formation, il sera un très bon. Donc, les métiers émergents doivent être vus et proposés sous forme de formation outsider, si on peut dire. Évidemment, il y aura toutes les autres formations standardisées, licence, master et consorts. Il y a les nouveaux services. C'est l'étude des services, des positions de travail et des compétences exigées qui amènent à des programmes de formation. Les écoles sont souvent des centres où il y a beaucoup de professeurs. Si il n'y a pas de bons professeurs, il n'y aura pas de bons étudiants, il n'y aura pas de bons professionnels. Si l'école est bonne, c'est une concentration d'experts. Donc l'école doit devenir un centre d'expertise et d'accompagnement des entreprises. Et enfin, un centre de vulgarisation. Je crois que l'équipe qui a passé avant nous, qui a parlé des communautés, en est un très bon exemple. Nous mettons en place des communautés d'animation et de vulgarisation. Enfin, pour terminer, quelle est l'interaction qu'il faut aujourd'hui entre le public et le privé? Première remarque, il faut s'en convaincre, la synergie entre les deux est incontournable. L'un fournit les armes et l'autre les spécialise. Il faut donc plusieurs types de partenariats. Partenariats entre universités publiques et instituts de formation privés et partenariats entre les instituts de formation publique privés et les entreprises. Qu'est-ce que le privé demande? Le soutien de l'État. Il faut donc une politique de soutien qui passe par la standardisation, la subvention et le code d'investissement. J'insiste sur le code d'investissement parce que quand on parle de subvention, les gens croient qu'on veut de l'argent nécessairement. Non, la subvention n'est pas nécessairement de l'argent, mais toutes sortes d'accompagnements qui amèneraient à améliorer l'équipement et les conditions techniques de formation dans les universités privées et publiques, ne serait-ce que la mutualisation, par exemple. Lorsque j'ai des équipements chez moi qui ne font que de l'optique, je n'enseigne pas l'optique toute l'année. Je m'entends avec les autres universités qui ont besoin d'apprendre à souder, d'apprendre à déployer. On s'entend et ils viennent les utiliser de chez moi. Moi, j'ai besoin d'autres choses chez eux. On s'entend et c'est ce qui n'arrive pas. Les Béninois s'associent très difficilement. Code d'investissement. Le Bénin est l'un des rares pays où, au lieu de subventionner l'enseignement privé, on en trouve une niche du trésor par le prélèvement des impôts. Lorsque vous faites des bénéfices, vous devez payer des impôts. Même si vous n'en faites pas, il y a un impôt statutaire, au moins un minimum que vous devez payer. Il y a les pressions de toutes sortes. Non, l'État, au contraire, doit établir un code d'investissement spécifique pour accompagner les écoles, c'est-à-dire leur accorder des exonérations, ne serait-ce que sur les équipements pédagogiques.
Vous savez tous que lorsqu'on achète une licence GSM, c'est accompagné d'un paquet d'exonérations. Ils ne paient ni douane, ni taxes, ni impôts de tout genre, aucun, pendant 5 ans, sur tout ce qu'ils font dans le secteur, au point où on libère. Des compétences précises, techniques, qui n'ont pas forcément besoin de faire le cursus global d'enseignement tel qu'on le définit dans le programme LMD, reconnu aujourd'hui comme l'offre d'enseignement. Est-ce qu'il est possible que le public se concentre sur la recherche et la formation classique et que le privé puisse se spécialiser sur les questions de formation certifiante, technique, pour nous éviter en cas de besoin pour l'administration publique, par exemple, qu'on a des besoins de formation, de faire le coup à des cabinets qui n'ont pas l'enseignement comme métier. Ce qui fait qu'on a de la faille dans les connaissances qui sont là. Est-ce qu'il y a possibilité d'avoir un terrain? C'est bon, donc je note votre. La formation doit s'adapter aux besoins de ce monde. Moi, j'étais à Barcelone l'année dernière pour ce qu'on appelait le Mobile World Congress, c'est-à-dire le congrès mondial du mobile. Et les pionniers en ce qui concerne la technologie du numérique, aujourd'hui, ils ont un nom très répandu qu'on appelle le OTT, over the telco, c'est-à-dire ils opèrent aujourd'hui au-dessus des opérateurs télécoms. C'est-à-dire ils ont un modèle qui leur permet de gagner de l'argent, même les opérateurs télécoms ne voient que du feu, ils n'y voient rien. Et c'est des gens qui ont entre 20 et 30 ans. Larry Page, 40 ans maximum. Vous avez Mark Zuckerberg qui va fêter ses 30 ans là. Et ils sont multimilliardaires. On va pas me dire qu'à 25 ans, il a eu un PhD. Du point de vue formation, voilà des gens qui se sont orientés vers un besoin spécifique. Ils ont identifié un besoin, ils ont fait la formation dans ce besoin, ils se sont fait accompagner. Et donc, pour en venir tout à l'heure à toutes les présentations en ce qui concerne les formations, j'aurais bien souhaité qu'il y ait un regard également sur l'avenir de ces jeunes-là, par rapport à ce besoin qui est en train de naître. Aujourd'hui, quand vous allez sur les plateformes d'application, vous avez des milliers d'applications. Tout à l'heure, ils ont parlé des open source et tout ça. Il y a des milliers d'applications. Donc, on ne va pas réinventer le monde. Il y a beaucoup d'applications qui vont perdre leur temps à vouloir concevoir alors qu'elles existent ailleurs. On dit on ne crée pas la roue, on se sert de la roue pour en faire autre chose. Donc, l'une des recommandations que je ferais serait de regarder sous cet angle-là en ce qui concerne tout ce qui est OTT, qui va venir transformer le monde de demain. Et l'autre aspect, tout à l'heure quelqu'un parlait de l'école de mathématiques, il me plaît souvent de faire le cheminement entre 3 pôles qui vont aider l'entrepreneuriat au Bénin. Le premier pôle, c'est quoi? Lorsqu'on veut développer des applications, puisque c'est de ça il s'agit, les startups, c'est des applications, il n'y a pas deux choses, il n'y a pas plusieurs définitions. C'est du virtuel, mais qui rentre dans le besoin, qui rentre dans la fonction de vivre. Et tu ne peux pas faire des applications si tu ne maîtrises pas la mathématique. Vous êtes des professeurs, vous connaissez mieux ça que moi. Et donc, on a un grand centre où on a même des étrangers qui viennent se faire former et qui prennent cette connaissance, qui s'en vont le développer ailleurs, mais nous, on n'en tire pas le grand profit. L'autre chose, c'est quoi? Lorsque ces enfants se font former, voilà des gens qui ne connaissent que le produit. Un produit, il faut pouvoir avoir une certaine compétence pour la vendre. Tu as beau avoir de la tomate, si tu ne sais pas qu'elle est fraîche et qu'ailleurs on a besoin de cette tomate, elle va rester chez toi, elle va pourrir. Donc, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui un modèle qu'ils ont appelé le BPC, je pense, Business Promotion Center. Comment trouver le lien entre ces applications qui sont développées de ce côté pour que là où on arrive à concevoir des business models, des plans d'affaires, des plans de promotion de son plan d'affaires. Et je sais que également à l'université, puisque j'ai intervenu 1 ou 2 fois sur un programme d'incubateur, c'est arriver à faire le pan entre ces pôles d'expertise qui sont aujourd'hui épars. Pour que, en réalité, le Bénin, si le rêve, parce qu'on dit souvent qu'on veut être le quartier numérique de l'Afrique, alors qu'il y en a beaucoup qui nous ont dépassés, ils sont loin de nous,
Et je ne sais pas comment avec le quartier numérique, si beaucoup sont déjà en avance sur nous, donc ça pose problème. Donc si on a vraiment une vision, il va falloir décrire exactement qu'est-ce qu'on veut faire et sur qui on va s'appesantir pour y arriver. Sinon, on va toujours faire les formations classiques. Et juste, votre gouvernement, vous allez voir aujourd'hui, moi j'ai vu des équipements de la 5G, de la 4G, qui ne ressemblent à rien du tout. Un petit boîtier. Alors que quand on parle d'une BTS, c'est une BTS de 50 mètres de haut, et c'est ça. Donc la technologie change, le monde évolue. Il va falloir qu'au niveau de la formation, on puisse s'adapter à cette technologie. Sinon, nous allons former des enfants qui vont venir dans les entreprises et les entreprises n'en auraient pas besoin. Purement et simplement. Donc c'est ces deux petites nuances que je voulais apporter à terme de conclusion. Merci. Merci.